C'est un peu exceptionnel ce matin, mais comme hier, c'était jour de congé. Georges Goma est avec nous. Georges Goma, notre sociologue engagé, comme j'aime bien l'appeler. Mais effectivement, oui, il s'implique beaucoup. Même si son champ de spécialité, son doctorat va plus du côté là des personnes âgées, des vieillissements de population. Georges s'implique avec l'Afrique noire, comme on le sait. Et Georges, d'abord, bonjour. Bonjour, Caro. Alors, bien heureuse de t'avoir avec nous ce matin pour ce jeudi 2 juillet. Moi également, figure-toi. Et là, on va parler, ma foi, d'un sujet qui est moins réjouissant que notre rencontre, qui est le Congo-Brazzaville. On avait entamé une série là, de chroniques sur les dictatures africaines et enfin les constitutions africaines, tout ce qui se brasse et comment expliquer en fait qu'un dictateur peut rester au pouvoir autant d'années. Mais là, au Congo-Brazzaville, présentement, semble-t-il, les choses se corsent. C'est peut-être un peu éclipsé là, par ce qui se passe en Grèce présentement et dans l'actualité internationale, il y a beaucoup d'autres choses. C'est vrai que ça passe un peu sous la loupe, là, mais présentement, semble-t-il, au Congo, là, il y a un coup d'État en cours. Là. Il y a un coup d'État constitutionnel en cours. Depuis qu'on a commencé cette chronique-là, on y revient toujours. Et cela est très important que nous portons à bras le corps cette situation, étant ici à l'étranger, étant ici au Canada et au Québec. Parce que le constat qui a été fait, de toutes les façons, c'est qu'avec ces dictatures féroces, il faut ajouter l'adjectif féroce, c'est qu'ils ont construit une situation interne complètement acquise à leur cause par en sémant de la terreur auprès des populations, en ayant la presse. Il a été démontré que tous les organes de presse qui sont dans la vraie opposition ont été réduites au silence. La seule presse qui fonctionne au Congo-Brazzaville, c'est une presse qui est acquise à la dictature. Oui. Et tout dernièrement, par exemple, il y a deux événements il y a 3 mois à peu près, 2 journalistes ont été expulsés du Congo-Brazzaville, Manu Militari. Il y a une journaliste et un journaliste qui ont été expulsés du Congo-Brazzaville. Et cela est complètement inconcevable pour un pays qui se passe pour être un pays démocratique. Oui, qui est ton pays d'origine. Mais qui est mon pays d'origine. C'est pourquoi nous mettons un point d'honneur, n'est-ce pas, à parler de ce coup d'État constitutionnel qui est en cours au Congo-Brazzaville. Voyez ? Alors, donc, ce qui se passe en ce net moment... C'est un peu comme ce qui s'est passé au Burkina Faso, au Burundi, en fait. Ce qui s'est passé au Burundi, c'est à peu près parce que de toutes les façons, la dictature du Congo-Brazzaville a été attentive à ce qui s'est passé au Burundi. Parce que ce qui s'est passé au Burundi, je sais pas si c'était un coup d'État ou bien c'était encore un enfarinage. Le président qui était là est allé à l'étranger et derrière, on a fait un coup d'État pour le sortir de là, puisqu'il veut pas sortir par des moyens constitutionnels. Et tout d'un coup, comme par un coup de baguette magique, voilà, le coup d'État a raté et le type est revenu au Burundi tranquillement et continue là. Il a convoqué les élections présidentielles il y a pas très longtemps. Et pendant qu'il était revenu au Burundi, les gens de Brazzaville, du Congo-Brazzaville, se sont donnés à cœur joie. Ils ont applaudi le retour d'un dictateur au pouvoir. Vous voyez, ça les confortait les confortait évidemment dans leur démarche. Tu vois. Alors, donc cela est vraiment inconcevable. Et surtout, j'appuie là-dessus, Caroline, l'expulsion des journalistes au Congo-Brazzaville est quelque chose d'inconcevable. Parce que la liberté de la presse, partout, doit être respectée comme il se doit. Il y a une journaliste, Sadio Kanté Morel, qui a été expulsée Manu Militari alors qu'elle est citoyenne congolaise. Il y a un autre journaliste, Ellie Smith, qui a été expulsé Manu Militari et sa petite sœur violée, je dis bien violée, par les soldats du régime dictatorial et gardée au Congo-Brazzaville pendant que son frère a été expulsé. Pour quelle raison ?
On ne sait pas, on connaît à peu près la raison. C'est-à-dire que l'actuel président du Congo-Brazzaville, le fameux dictateur Sassou Nguesso, ce qu'il recherche encore, en fait, c'est qu'il a pris les Congolais en otage. C'est-à-dire qu'il veut faire des choses. Il a déjà fait une guerre civile en 1997, très très meurtrière. C'est pas la violence qui les arrête, ces gens-là. Non, c'est pas la violence qui les arrête. Et le problème, c'est que il veut faire des choses à huis clos. C'est-à-dire que il voudrait pas avoir des journalistes étrangers opérer au Congo-Brazzaville. Voilà la stratégie de cette personne-là qui a pris en otage la vie de tous les Congolais, je veux dire, tous les Congolais. Mais là, il se trouve personne au pays. Donc, si je comprends, grosso modo, pour dénoncer cette situation, toi, t'es ici à Québec, vous dénoncez cette situation, mais au pays, comment la population réagit à ces expulsions-là? Mais la population est apeurée. La population est apeurée. Et heureusement qu'il existe, Caroline, les médias sociaux. Les médias sociaux fonctionnent très bien. Et il y a une initiative qui a été prise au Congo. Il y a un jeune ministre du régime dictatorial, Thierry Mungala, qui est en charge des nouvelles technologies et des postes et télécommunications, et qui avait juré porter un projet à bras le corps qui était la fibre optique. Installer la fibre optique au Congo-Brazzaville de sorte que toutes les populations puissent avoir accès, n'est-ce pas, à Internet à haut débit. Alors, tu sais ce qui s'est passé? Ben, ce projet a été escamoté, purement et simplement. Parce qu'évidemment, le régime dictatorial s'est dit, mais écoute, les réseaux sociaux accessibles à tous les Congolais et que toutes les informations soient sues à la seconde près, et c'est un danger pour le régime. Ah ben, si on expulse des journalistes, on peut comprendre que Internet haute vitesse soit une réelle menace. Soit une réelle menace, absolument. Et heureusement, le peu que nous faisons, heureusement que nous bénéficions de ces réseaux sociaux ici en Occident. Et que malgré tout, même s'il n'y a pas la fibre optique encore de façon optimale au Congo-Brazzaville, il y a quand même des gens qui ont accès à ces informations-là. Parce que la situation du Congo-Brazzaville est assez particulière, on n'a jamais compris. Pendant la guerre de 1997, il y avait un blackout total sur l'information du Congo-Brazzaville. C'est-à-dire qu'on tuait à huis clos. Ah oui. Et les gens savaient qu'il y avait une guerre civile. Et on avait réussi à l'étouffer. On avait réussi à étouffer parce que ce dictateur qui est en place au Congo-Brazzaville, il a tellement d'argent qu'il dilapide évidemment des deniers publics et qu'il paie à prix fort des lobbies à l'extérieur, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et ces lobbies-là ont comme travail, c'est de rehausser l'image d'un dictateur. Rehausser l'image d'un dictateur en taisant ce qui se passe en réalité. Comment peux-tu comprendre, Caro, que un petit pays de 4 millions d'habitants seulement, on ne sait même pas si on est 4 millions, qui se trouve être le 4e pays producteur de pétrole en Afrique noire, et en plus de ça, avec d'autres matières premières énormes, avec le bois de très très bonne qualité. Voilà un petit pays de 4 millions d'habitants, et qui est parmi les plus pauvres, puisque le Congo est admis à l'initiative des pays pauvres très endettés. Ouais. Alors ça c'est insupportable, c'est insupportable. Nous le disons avec cette hargne, avec cette rage, parce que cela est inconcevable pour une personne qui est là au pouvoir. Quand Jimmy Carter était président aux États-Unis, lui il était président au Congo. Quand Ronald Reagan est venu au pouvoir, 2 fois de suite, il est président au Congo-Brazzaville. Et quand George Bush père est arrivé au pouvoir, il est président au Congo-Brazzaville. C'est vraiment quand Clinton est venu au pouvoir, il est au pouvoir au Congo-Brazzaville. Quand George Bush fils est venu au pouvoir, il est président au Congo-Brazzaville. Et quand Obama vient au pouvoir, il est président au Congo. Alors, c'est inconcevable. On peut pas. Je ris, mais parce que l'image est très forte quand on voit la comparaison des présidents. Sincèrement, Caroline, cela est inconcevable. Ouais. Et je vais te dire une chose. Nous sommes visés. Ouais. Nous qui faisons ce travail-là. Et pourtant, on n'en a pas besoin. On n'en a pas compte, ce monsieur-là. Ce qu'on lui demande, c'est tout simplement qu'il respecte la constitution qu'il a taillée lui-même sur mesure. Parce qu'au sortir de la guerre de 97, il y avait une constitution
de 1992 au sortir de la conférence nationale du Congo-Brazzaville, une constitution votée par tous les Congolais à près de 97% des populations, y compris le dictateur qui est au pouvoir en ce moment. 92. Mais comment se fait-il que, et il fait la guerre en 97 pour revenir au pouvoir, puisqu'il est resté au pouvoir depuis très longtemps d'abord. Ouais. Il revient au pouvoir et il casse cette constitution qui est consensuelle. Et il met en place un acte fondamental qui pendant 7 ans va le mener vers la mise en place d'une autre constitution de 2002 qu'il a taillée sur mesure. C'est-à-dire que tous les grands barons de la politique congolaise qu'il a envoyés en exil, il voulait les exclure carrément de la course électorale, Caroline. Ouais. Alors, voilà une constitution qu'il a taillée sur sa propre mesure. Avec ses conseillers, ils ont mis en place un système avec un mandat présidentiel renouvelable une seule fois. Un mandat de 7 ans. Il était de 5 ans avant. Il a poussé à 7 ans. Renouvelable une fois, c'est-à-dire 14 ans. Et il a eu ces 14 ans, tranquillement. Et comme ça là, à 1 an seulement de la future élection présidentielle, il trouve que cette constitution n'est plus bonne. Mais attendez, de qui se moque-t-on là? Mais là, il a quel âge, ce monsieur Sanguessi? Mais monsieur Sassou Nguesso, il a 72 ans maintenant, 72 ans. Et dans la constitution de 2002 qui s'est taillée sur mesure, il y a 2 clauses. Il y a 2 clauses qui sont inaliénables. C'est-à-dire que cette constitution, comme toutes les autres constitutions, peuvent être amendées, peuvent être peut-être pas changées fondamentalement, mais les constitutions se changent aussi. Mais cette constitution-là ne prévoit pas les conditions de son changement. Seulement, il peut être modifié et amendé. Mais si la constitution est modifiée ou amendée, il y a 2 articles qui sont intouchables, qui sont intangibles. On ne peut pas toucher à ces articles-là. C'est l'article qui dit « La Constitution prévoit un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois, pas 2 fois. » La deuxième condition intouchable, c'est que tout candidat à la présidence de la République ne doit pas être âgé de plus de 70 ans. Ouais, ben là, voilà les 2 conditions ouais, qui le disqualifient d'emblée par rapport à sa propre constitution qu'il a imposée aux Congolais de Brazzaville. Ouais, ça vient de lui en plus. Et maintenant, tu sais, la trouvaille, eh ben, sa trouvaille, c'est maintenant de changer carrément la constitution. Changer la constitution. Tu vois la nuance. Modification et changement. Modification, on peut modifier certains articles, mais on touche pas aux articles qui sont intouchables. Et là, et c'est changement, carrément, on part de la table rase et il va mettre des articles où il va faire disparaître et le verrou de 70 ans et aussi la limitation de mandat. Et cela est inconcevable. Oui, mais Georges, tout ça là, c'est assez inimaginable, on comprend bien. Par quels moyens il pourrait débarquer du pouvoir là? Ça semble impossible maintenant de déloger. Peut-être est-ce que l'avenir passerait par l'internet, les médias sociaux, écoutez, est-ce que oui, la révolution, parce qu'il faudrait une révolution là. Il faudra une révolution. Absolument, parce que tel qu'il fait le forcing, c'est un forcing. Il passe toujours par la force. Il a l'armée, il a la police, c'est-à-dire qu'il met au poste de ces institutions de répression de l'État des personnes qui sont acquises à sa cause. Ce qui veut qu'il a le verrou de la police, il a le verrou de l'armée et il menace, il se cache pas. Il menace, il promet du sang aux gens. Il promet du sang aux gens. C'est-à-dire que si quelqu'un vient le bousculer dans son pouvoir, puisque c'est son affaire à lui, son pouvoir a été légué certainement par ses aïeux, eh ben, il veut pas partir. Et donc, ce qu'il faut de toutes les façons, ce qu'il faut dans cette affaire-là, c'est que les Congolais soient courageux. Partout où ils se trouvent, parce que dans la Constitution, Caroline, je te laissais parler, la Constitution prévoit que
quand les Congolais sont lésés dans leurs droits les plus fondamentaux, ils ont droit à la désobéissance civile. Ouais, ben là, on comprend que la Constitution a pris le, excuse-moi l'expression, a pris le bord un peu, là. Ben oui, Ouais. il a pris le, et ce qu'il faut le dire, puisque tu l'as dit tout à l'heure, le Congo est très riche. Donc, il a l'argent avec lui, parce que l'argent n'est pas réparti dans la population. Bon. Il a l'argent, il peut payer qui il veut. C'est à ce moment-là, ta question est une question pertinente, Caroline. Mais c'est à ce moment-là que nous en appelons à la communauté internationale. Le Congo-Brazzaville ne vit pas, c'est pas un pays qui vit en autarcie. Le Congo-Brazzaville est membre de l'unité africaine. Le Congo-Brazzaville est membre des Nations Unies. Le Congo-Brazzaville est membre de la plupart des institutions internationales. Et donc, c'est un appel que nous lançons. La communauté internationale n'a pas le droit de laisser envoyer les Congolais, n'est-ce pas, à la boucherie que prépare ce monsieur-là. Vous voyez ? Donc, nous, les Congolais, dans leur majorité, sont absolument contre un nouveau mandat du président de la République parce qu'il est anticonstitutionnel. La dernière fois, il y a 2 mois à peu près, l'opposition congolaise a, malgré la pression que le régime de Brazzaville exerce sur elle, parce que ceux qui ont la liberté de parler politique, de faire des meetings partout, c'est les gens du gouvernement dictatorial. Mais les gens de l'opposition sont traqués. On leur refuse des espaces de liberté pour exprimer leur opinion. Mais pour une fois, puisque quand même la communauté internationale a les yeux là rivés sur le Congo-Brazzaville, donc le jour où on leur a laissé un petit espace de liberté pour faire un meeting, mais c'était une réussite totale, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gens et ça montre à suffisance que la légitimité alors n'est pas du côté du gouvernement, mais la légitimité est du côté de l'opposition, puisqu'il a réussi à mobiliser, malgré les pressions qu'on exerce sur elle, elle a réussi à mobiliser un monde fou qui est venu pour dire sa vérité, que nous ne voulons pas de monsieur Sassou Nguesso au pouvoir. Il est resté plus de 32 ans au pouvoir et même 40 ans puisqu'il a toujours été dans les sphères de l'État. Eh ben, il faut qu'il s'en aille tout simplement. Il y a toute une génération qui est née avec lui. Écoutez, nous autres, là, écoute-moi, Caro, de loin, là, tu vois quand même mes cheveux blancs, là, qui commencent à pousser, mes cheveux gris, là. Mais je n'ai connu presque que Sassou Nguesso, en tant que, homme politique de haut niveau, moi. Hein? Alors, il faut que ça s'arrête et nous appelons la communauté internationale. Est-ce qu'il y a une volonté, genre, est-ce qu'il y a vraiment une volonté de la communauté internationale? Parce que l'Europe est bien occupée avec la Grèce, on le disait d'entrée de jeu. Ils ont beaucoup de chats à fouetter, là, le Congo. Est-ce que c'est dans leur priorité? Bon, alors, j'ai un sentiment mitigé là-dessus, sur la communauté internationale. Parce que la communauté internationale, la puissance de la communauté internationale passe par les grandes puissances aussi. Quand j'entends les grandes puissances, c'est quand même la France, fondamentalement, qui était la mère patrie, qui a occupé quand même la France coloniale en Afrique, en tant que telle. Mais quand j'entends la communauté internationale, c'est aussi les États-Unis. Les États-Unis aussi ont une influence déterminante dans le monde. Et quand j'entends la communauté internationale, c'est le Canada. En fait, dans l'Amérique du Nord, il y a les États-Unis et le Canada, qui a aussi une voix qui n'est pas aussi forte que celle des États-Unis, peut-être, mais qui a un espace de liberté pour s'exprimer. Et quand j'entends la communauté internationale, je vois très bien les Nations Unies aussi. Absolument. Mais ces institutions-là, ce que je viens de citer, l'ont dit ouvertement. Ils ont porté une rhétorique anti-changement de la Constitution en Afrique. Et ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Le président Hollande s'est exprimé. Tu te rappelles encore, lors de nos dernières, les anciennes chroniques, quand il y avait la crise au Burkina Faso, nous avons, sur ce micro-là, appelé la France à se déterminer par rapport à ce qui se passe. Et la France est déterminée en disant que ils sont contre, n'est-ce pas, la prolongation des mandats. Donc, le président Hollande, lors de la dernière francophonie, l'Assemblée à francophonie à Dakar, l'a dit ouvertement. Et il nous l'a dit aussi en disant que toutes les personnes qui vont s'engager dans cette démarche de changement de la Constitution pour se pérenniser au pouvoir, eh ben, les peuples de ces pays qui vont manifester contre cela trouveront dans l'espace de la francophonie des moyens pour les soutenir.
Alors ça, c'est une promesse que le président Hollande a donnée aux pays africains qui veulent se démocratiser. Le président Obama avait bien dit que l'Afrique n'avait pas besoin des hommes forts, mais l'Afrique avait besoin des institutions fortes. Ouais, ça, Voilà. là-dessus, il a travaillé là-dessus. Ah, ben, bien là, sûr. déjà, il s'est rapproché de Cuba. On parle du nucléaire iranien, mais quand même. l'Afrique aussi, c'était Mais du pain sur la planche absolument. pour M. Obama. Pour M. Obama, et Ouais. cela est très fort. Et cela est très fort. Nous avons aussi les Nations Unies, quand même, la gouvernance du monde entier. Les Nations Unies. Ban Ki-moon, par son représentant, M. Batili, en Afrique centrale, a dit aussi qu'il n'y aura pas de changement de constitution. Alors, comment un individu, aussi président soit-il, Sassou Nguesso, peut-il se lever comme ça et braver la communauté internationale qui porte surtout ces valeurs-là? Je le dis, certainement qu'il entend, t'entend, M. Sassou Nguesso, Monsieur Sassou Nguesso. Il nous entend, puisqu'on nous a dit que nous sommes visés. Nous sommes visés. Donc, nous le disons pour qu'il entende. Alors, mieux vaut, c'est un conseil, mieux vaut qu'il recule avant qu'il ne soit trop tard. Il faut qu'il quitte le pouvoir avant que le pouvoir ne le quitte. Et quand le pouvoir le quitte, c'est très grave. C'est très grave, et pour lui, et pour les gens qui sont autour de lui. Parce que, écoutez, nous sommes quand même au 21e siècle, Caroline. Mais comment les gens peuvent comme ça s'arroger le droit de tirer l'Afrique toujours en bas, alors que l'Afrique a tout le potentiel qu'il faut pour aller vers, comme des nations civilisées, aller vers le progrès. Qu'est-ce qui manque à l'Afrique? Rien ne manque à l'Afrique. Quand je vous disais que Georges Goma était un sociologue engagé, présentement, ce matin, c'est un sociologue enragé. Là, je aussi, suis là. vraiment engagé et enragé en même temps parce Ouais. que ce qui se passe au Congo-Brazzaville en ce moment. Voilà, Caroline. Il fallait en parler, puis on pourra y revenir, Georges. Mais on y reviendra tant que Parce cette qu'il est- situation-là reste comme ça. On y reviendra sur... Et j'appelle la communauté internationale, une fois de plus, d'avoir une vision sur le Congo-Brazzaville. Parce qu'il est inconcevable qu'une personne, une seule personne, prenne la vie de la multitude en otage pendant près de 40 ans. Cela est inconcevable et cela n'arrange pas même. Et en plus, c'est un sacré égoïste, ce monsieur. Mais il n'est pas éternel. Et comment demain il va crever, lui? Mais oui. Et alors, les gens autour de lui vont rester comment? Ça n'est pas sérieux. Ouais. Georges, on pourra s'en reparler très certainement parce que la situation est loin d'être réglée. Georges, tu pars pour Paris dans quelques jours, mais on pourra se reparler la semaine prochaine directement là, de Paris. On va faire un petit topo comme ça. Oui. On va faire un petit topo comme ça. On va se reparler, Caroline, et continuer notre causerie autour de ces problèmes. Parfait, mais de Paris. Georges, je t'invite à prendre un petit verre tout à l'heure. Nicolas Médieux s'en vient là, dans quelques minutes, notre sommelier ici à l'émission des Matins éphémères. Je pense pas que tu as eu l'occasion de le rencontrer parce que vous... Pas encore, Caroline. mercredi. Alors, ben voilà, on fait une pause publicitaire. Vous écoutez toujours les Matins éphémères. On est jeudi 2 juillet aujourd'hui. Et du bonheur pour le champagne. Ouais. Bien.